Je suis Jacques Leplam, j'étais directeur à l'école pratique des hautes études, c'est un organisme universitaire de formation. J'enseignais l'ergonomie, la psychologie, surtout une discipline qui est moins connue, qui est entre les deux, qui est la psychologie ergonomique. Alors, comme j'aimais bien mon métier, l'ergonomie, c'est un domaine qu'il y a toujours à découvrir. Alors j'ai continué un peu, c'est pourquoi je suis là à vous parler. Alors après mes études d'étudiant, en psychologie, en orientation, l'ergonomie n'existait pas encore, mais dans le domaine du travail. Alors je suis entré dans un laboratoire qui était dirigé par un monsieur qui allait devenir célèbre en ergonomie par la suite, qui s'appelait monsieur Faverges. Alors ce monsieur Faverges m'a formé, il m'a fait faire un certain nombre de choses qui étaient d'abord pas de l'ergonomie, sur des tests. Et puis un jour, ce monsieur, il est allé dans une mission en Amérique, c'était dans les années 50, il y avait ce qu'on appelait le plan Marshall. Les Américains avaient donné de l'argent pour former des gens à des techniques nouvelles. Et alors, il y avait en psychologie industrielle, comme on disait à l'époque, des nouvelles techniques. Alors Faverges était allé avec une mission, puis il était revenu, il avait vu des laboratoires où on commençait à travailler sur ce qu'on n'appelait pas encore l'ergonomie, mais on appelait ça le human engineering, pour la technologie humaine. Et alors, il est revenu avec un livre, je me rappelle bien dans mes souvenirs, de façon assez précise. Alors, il est venu à ma table, puis il m'a dit, voyez, j'ai ramené ce livre-là, c'est intéressant, vous savez, lisez-le, puis vous me ferez un petit compte-rendu. Alors, j'ai lu le livre, j'ai fait le compte-rendu, et puis j'ai vu sur ce livre beaucoup de choses techniques. Je comprenais plus ou moins, il était question d'oscilloscope, de radar. Moi, j'avais jamais vu ce que c'était que ces appareils. Bon, mais enfin, je m'y suis mis. Et puis, alors, après le livre, j'ai dû lire des articles, et je suis entré donc dans ce laboratoire en 1958, et puis j'y suis rentré en 1951, et puis j'ai fait une revue de questions. Vous savez, quand on est jeune chercheur, alors on vous fait faire des lectures pour vous initier, puis après vous devez faire un petit compte-rendu synthétique. Alors j'ai fait un petit compte-rendu synthétique qui s'appelait quelques travaux récents de recherche en matière de technologie humaine. Alors, human engineering, on ne savait pas le traduire. Alors, j'avais présenté mon projet avec human engineering. Il m'a dit non, c'était une revue qui s'appelle l'année psychologique. On m'a dit, nous, on ne met pas des choses en anglais, débrouillez-vous pour traduire. Alors, je suis retourné vers Faverges, et après de longs conciliabules, on a dit, on va mettre technologie humaine. Voilà, ça c'était mon premier contact avec ce qu'allait devenir l'ergonomie. Alors ensuite, après ce premier travail, et peu à peu, eh bien, on s'est dit, Faverges s'est dit, moi je suivais, et dit, il faut qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire dans la pratique avec ses connaissances. Tout de même, Faverges était allé un peu dans l'industrie, disait, on fait du chronométrage, on fait des études des temps et mouvements, mais enfin, il y a autre chose à faire, alors il faudrait qu'on essaye de former des gens. Alors on a obtenu un contrat d'un organisme, et cet argent devait être consacré à 3 actions. On devait faire des études particulières sur le terrain, sur des installations. Deuxièmement, on devait faire aussi une information sur les méthodes, sur les théories, à partir des lectures. Et puis, troisièmement, on devait faire aussi un travail expérimental, et puis faire un film, si je me rappelle bien.
Le ministère du Travail avait un organisme qui s'appelait l'AFPA, enfin, c'est l'Association pour la formation professionnelle des adultes. Et dans cet organisme, il y avait une cellule qui s'appelait Centre d'études et recherches psychotechniques, qui était une sorte de service de l'AFPA, dans lequel on gérait les psychologues et qui devait faire passer les tests et où on élaborait un peu la doctrine qui allait être sous-jacente à ces tests. Alors Faverges est entré dans cet organisme, il est devenu rapidement directeur de recherche et il a recruté du personnel. Et alors, son travail au début, son travail essentiel, c'était la validation des tests. On avait les résultats aux tests, les résultats aux examens de fin de stage, et puis on faisait les validations. Et puis après, cette mission-là, il s'est dit, ces gens-là, ils font de la sélection pour des métiers qu'ils ne connaissent pas. Alors on a commencé à faire des études dans les centres de formation. Qu'est-ce que c'est, comment les gens apprennent, quelles sont les méthodes. Alors on emmenait des stagiaires des fois faire des études comme ça qui ont été après plus ou moins publiées. Et puis il est resté, c'était donc là en 50, il est entré lui au CERP, dans ces années 50, là en 52 quelque chose, ou même ou en 50, non pas en 52, il a dû rentrer vers 50. Et puis il est parti il est parti en 58. En 58, il est parti parce qu'Ombredan est mort. Alors Ombredan avait obtenu un poste à Bruxelles et Faverges allait de temps en temps faire des cours à Bruxelles. Alors quand Ombredan est mort, on a demandé à Faverges s'il voulait devenir, s'il voulait prendre la succession d'Ombredan. C'est comme ça qu'il est parti à Bruxelles. Je suis devenu, responsable du groupe de recherche de cet institut qui s'appelait CERP. On dit CERP, c'était Centre d'études et recherches psychotechniques. Alors dans ce centre de recherche psychotechnique, prenant la succession de Faverges, j'ai pris la suite des travaux qui étaient entrepris. Alors, il y avait un travail qui avait été entrepris, qui était intéressant. C'était une enquête internationale sur la formation professionnelle des ouvriers spécialisés dans l'industrie. Alors nous avions fait ce travail à partir d'entretiens avec des responsables de formation dans différentes villes de France. Et ce travail a donné lieu à un rapport. D'abord, ça a été mis en commun avec les autres pays qui coopéraient. C'était une recherche de l'OCDE. Et elle a été publiée dans le bulletin du CERP. Le lecteur curieux peut la trouver. Et alors, à ce moment-là, dans ce centre, il y avait un directeur très actif, et ce directeur très actif a dit, ces travaux qui se font là, on pourrait un peu les publier. Et alors il a créé d'abord un bulletin, qui était un bulletin simple, renéoté, puis qui très vite est devenu une revue qui s'est appelée le bulletin du CERP. Alors j'étais, moi, co-responsable aussi de cette édition du bulletin du CERP. Et l'autre correspondant responsable était Moscovici. Alors j'ai été vers la fin, parce que je suis resté donc à ce CERP jusqu'en 1967. Nous étions en rapport, avec d'ailleurs l'intermédiaire de Faverges, parce qu'il était aussi en Belgique, il s'est intéressé, il continuait à s'intéresser à ces problèmes, avec la communauté européenne charbon-acier. Et la communauté européenne charbon-acier finançait des programmes sur l'étude du travail, sur la sécurité en particulier. Et alors ils avaient programmé une recherche importante sur les problèmes de sécurité qui associait 5 pays. Et
ces 5 pays, les responsables avaient été réunis pour définir un programme commun. Et ce programme commun établi, et on était à l'époque plus riche que maintenant, et 3 fois, pas pendant 3 ans, 3 ou 4 fois par an, ces groupes se réunissaient et faisaient le point de leurs travaux. Alors là, on est arrivé vraiment dans l'ergonomie. Le nom d'ergonomie a émergé en 1963. Dénomination, plutôt que de parler d'adaptation de la machine à l'homme, c'était un peu long, alors on a parlé d'ergonomie, et puis on a créé une société d'ergonomie, de langue française, qui associait donc pas seulement des Français, mais des Belges, des Suisses, des Canadiens. On se l'est dit assez vite, on s'est dit c'est important, ces problèmes-là, que les gens ne sachent pas. Alors, on avait, quand ces interlocuteurs, il y avait une objection qu'ils faisaient souvent. Ils disaient « Oh, mais ce que vous nous racontez, bon, ben, c'est l'organisation scientifique du travail, ça. » Et alors, on leur montrait que c'était, dans l'organisation scientifique du travail, il y avait des choses très positives, mais que ça débordait l'organisation scientifique du travail, parce que ça reposait sur des connaissances qui étaient plus valides, et ça reposait aussi sur des travaux qui avaient été faits, où on s'interrogeait pas seulement sur ce qu'on voyait, mais on essayait de comprendre pourquoi les gens agissaient de telle ou telle manière, faisaient des erreurs, etc. L'ergonomie, elle est entrée, pas par les Américains, elle est entrée par les Anglais. Et alors, nous, on avait des rapports avec une équipe anglaise qui était célèbre à l'époque, et qui, elle, a créé le nom d'ergonomie. Et alors, c'est l'équipe à Bartlett, c'était un grand psychologue et qui travaillait avec des jeunes qui étaient comme nous. Et alors, on a eu des rapports, et Bartlett était venu visiter les simulations qu'on avait faites là, dans notre cave, là. Et bon, alors comme ils parlaient d'ergonomie, ils avaient publié des livres où le nom apparaissait, puis après leur revue, mais même avant que la revue paraisse, on a dit, tiens, il faut se mettre à faire de l'ergonomie. Alors ce commissariat au plan qui finançait les recherches, il y avait un chargé de mission qui était très, très actif, et il dit, bon, écoutez, vous êtes là, vous faites des travaux en physiologie, en psychologie, etc. Bon, tout ça, c'est de l'ergonomie. Il faut un petit peu vous réunir. Enfin, si vous voulez diffuser les idées, il faut vous faire une société. Alors, il s'est constitué la Société d'ergonomie de langue française à ce moment-là, en 1963. Ça s'est fait comme ça. Puis, oui, mais on avait conscience que c'était important de faire ça. Et les gens, pour faire la société, il y avait des oppositions, bien sûr. Il y a des gens qui renaclaient un petit peu, les physiologistes, ils renaclaient parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit les médecins du travail qui prennent l'emprise là-dessus, etc. Il y a eu des choses comme ça. Mais donc tout ça, après, c'est bien, les gens ont cohabité dans cette société, les différentes disciplines. On n'a pas eu de problèmes majeurs. Bon, des frictions, il y en a toujours quand les gens sont ensemble, mais c'était mineur, là, à mon avis. Oui, mais moi, il y a quelque chose dont j'aimerais un petit peu parler, là, à ce niveau-là. Ce sera un peu dans le cursus. C'est parce que je trouve qu'en ergonomie, c'est important, c'est les rapports avec les étrangers, les coopérations internationales. C'est ça, il y a les Anglais, il y a Bartlett, on a des rapports aussi avec les Allemands. Mais alors il y a les groupes de recherche, il y en a 3 là qui sont, je trouve, enfin en tout cas pour moi, qui ont été importants. C'est les groupes de recherche qui s'appelaient, attendez, il faut que j'ai gribouillé des choses.
Ah oui, c'est ça. Bon, il y avait cette recherche communautaire dont j'ai parlé, c'était une recherche internationale, il y avait 5 équipes. Donc là, les gens qui ont participé, les Français qui ont participé à ce travail, ben, c'était vraiment comme une formation formidable. Ça, moi, en tout cas, j'ai appris des masses de choses. Ça. Il y avait là-dedans, en particulier, quelqu'un qui est toujours là, qui est Cuny, qui a été ensuite professeur au CNAM. Il était dans mon équipe et il a beaucoup travaillé sur ce projet. Puis alors ensuite, moi j'ai été associé à un groupe qui s'appelait MOOC, c'était un groupe modèle de l'activité humaine en situation de travail. C'était aussi un groupe international qui avait des gens très divers. Il y avait des Anglais, des Allemands. Aussi un groupe très important, c'était un groupe de Badenbourg qui s'appelait Nouvelles technologies et travail. Et alors c'est un groupe qui rassemblait des gens. Il y avait Rasmussen, Wilpert, il y avait des gens connus, Bremer qui était suédois. Et alors ils se réunissaient ça devait être tous les 2 ans, et pendant 2 jours. Et ils devaient faire des papiers qui étaient ensuite publiables. Enfin. Et alors, moi j'ai participé à plusieurs. Il y a plusieurs livres qui ont été publiés autour de ces problèmes, nouvelles technologies et travail. Et puis ce groupe MOOC là dont je parle, c'était un groupe qui était, lui, sous la responsabilité de Rasmussen. Alors Rasmussen avait rassemblé des gens divers. Il y avait des Anglais, Rison, il y avait Bainbridge et tout ça. Bainbridge, ça c'est quelqu'un qui était dans cette équipe anglaise et qui a joué un grand rôle dans les coopérations que nous avons eues, parce qu'elle parlait bien français. Elle a fait des stages, elle a fait pas des stages, mais elle est venue, elle a fait des séjours dans mon laboratoire plusieurs fois. Et on a bénéficié par elle des travaux qui se faisaient en Grande-Bretagne. Donc, en 1967, on m'a proposé le poste de directeur du laboratoire qui s'appelait à l'époque laboratoire de psychologie appliquée. Et quand je suis venu, j'ai fait changer la dénomination en laboratoire de psychologie du travail. Alors j'avais une certaine hésitation à venir dans ce laboratoire parce que j'avais l'impression j'allais y faire beaucoup plus de théorie et je me sentais plus intéressé par des problèmes touchant les situations de travail ou les situations d'apprentissage. Mais bon, je suis venu et je ne l'ai pas regretté. Et dans cette période qui aura duré de 67 à 89, on a fait une série de travaux dont je vais vous donner quelques exemples un petit peu typiques. Un des premiers travaux qu'on a fait, original, c'est l'étude du travail du chauffeur de taxi. Comment le chauffeur de taxi, il n'y avait pas le GPS à l'époque, comment il se il repère ses trajets à l'intérieur d'une ville. Et alors il y avait un chercheur qui est devenu assez connu ensuite, qui s'appelait Payus, qui a fait cette étude et qui a mis en évidence quel type de représentation les chauffeurs de taxi utilisaient pour se repérer avec les idées, qu'il y avait un réseau de base et puis il y avait un réseau secondaire qui avait des propriétés différentes, etc. Voilà un genre d'étude. Cette étude-là, je peux la citer parce que mon ami Rasmussen, avec qui je discutais souvent après, me disait, eh bien, ce qui a déclenché un peu, pas un peu, mais qui m'a marqué, c'est cette étude que j'ai entendu raconter un jour à une discussion de travail qu'on avait fait à Amsterdam avec des Anglais. Et il dit, ah oui, ça m'a orienté, et souvent il m'avait répété ça. Donc voilà un type d'étude. Il y a on a fait d'autres travaux aussi autour de la formation. En particulier, on a fait une recension
des études expérimentales sur la formation qui pouvaient servir pour l'organisation de formation dans des métiers divers, qui s'appelait La formation par l'apprentissage. C'est un livre qui avait eu beaucoup de succès, non pas tant dans le monde du travail, mais chez les sportifs. Moi, j'avais fait un papier sur l'acquisition, sur la connaissance des résultats, puis sur l'acquisition de la vitesse, et souvent, ces papiers, des sportifs m'en ont parlé. Alors on a aussi, pendant cette période, poursuivi des contrats dont j'ai parlé plus haut, là, sur de coopération avec des étrangers. On a... C'est difficile de faire le tri de ce qu'on a fait. Les gens se sont orientés, bien sûr, dans des voies un petit peu diverses. J'ai des chercheurs qui ont fait des travaux sur des problèmes liés aux horaires de travail, l'influence des horaires de travail, et qu'est-ce que l'ergonomie peut apporter à l'organisation d'horaires de travail. Des chercheurs ont fait aussi des études sur les... Là, on a recruté un chercheur qui s'appelle Hock, qui a fait beaucoup de choses par la suite dans le domaine de la psychologie cognitive, et en particulier, il a fait beaucoup de choses dans le domaine de la psychologie ergonomique. Il a fait le dernier livre qu'il a écrit en 2004 sur la psychologie ergonomique, montre que cette discipline, elle s'est développée dans des directions diverses. On a fait en ce qui me concerne, moi j'ai fait pas mal d'articles sur des problèmes de méthodologie de l'analyse du travail. Et puis aussi, il y a un thème qui m'est cher, sur lequel j'ai fait beaucoup de choses dans cette période-là. Et puis après, c'était le thème des erreurs, sur l'analyse psychologique des erreurs en ergonomie. Et je crois que là, c'est un thème qui pour moi avait de l'intérêt, parce que je pense qu'à travers l'analyse des erreurs, dans des études très diverses, eh bien, l'analyse des erreurs fournit des informations pour l'analyse de l'activité, et chaque fois qu'on peut l'exploiter, eh bien, on a des résultats encourageants. Dans cette période aussi de l'école pratique des hautes études, s'est faite une recherche sur le contrôle du trafic aérien au centre d'Orly. Je vais donner un petit peu l'historique de cette recherche. L'ingénieur qui était venu me trouver était le directeur du centre de recherche qui était à ce lieu-là. Parce qu'il y avait deux directeurs. Il y avait le directeur des opérateurs, des contrôleurs aériens, et puis il y avait un service de recherche annexe qui était chargé du perfectionnement technique des installations, et c'était celui-là qui était venu me trouver. Alors, il avait déjà trouvé d'autres gens, un physiologiste, puis ils n'étaient pas contents de lui, etc. Alors, il était venu très sceptique, vraisemblablement. Il m'avait dit, oui, voilà, venez voir, vous nous ferez un projet. Alors, j'étais allé voir, j'avais fait un projet, et pour raconter un petit peu des anecdotes, il a dit, venez nous présenter votre projet. Il avait réuni sa petite équipe, là, il avait dit, on vous écoute. Alors, c'était des ingénieurs, c'est sans doute d'un assez haut niveau, parce qu'ils étaient chargés de voir si on pouvait automatiser certaines parties du travail. Alors, ils avaient dû se dire, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, ces psychologues? Alors, ils écoutaient, puis à un moment, il y a eu un arrêt, et il s'est tourné vers l'adjoint qui était à côté de lui, et il lui a dit, ça, on n'y avait pas pensé. Et alors, à partir de ce moment-là,
on a pu faire tout ce qu'on a voulu. On a été assister des discussions et tout ça. Et alors, ce projet s'est continué après parce que ce Bisseret, qui était un psychologue là, que j'avais recruté pour ça, et l'a pris en charge. Et puis, ils ont réalisé beaucoup de choses. Ils ont réalisé ils ont modifié les systèmes de formation. Ils ont fait un bel article sur la programmation d'une formation, etc. Et j'ai eu beaucoup de satisfaction. Il y a 4-5 ans, j'étais en retraite déjà depuis longtemps, je reçois un jour un coup de téléphone d'un gars, il me dit « Ah, mais je suis Villiers, vous vous rappelez, j'étais le directeur du centre de contrôle de la... » Ah oui, bien sûr, je me rappelle bien. Ben écoutez, je suis en retraite, moi aussi, mais j'ai continué, mais j'ai fait un projet, là, j'aimerais bien parler avec vous. Ben je lui dis, vous savez, moi je suis en retraite maintenant, c'est un petit peu loin. Oh non, il m'a dit, mais c'est pas, je veux pas vous poser des problèmes techniques, mais c'est des problèmes d'orientation, là, je vais voir. Alors, on est allé, il est venu une fois, on est allé manger là dans le quartier, et alors il m'a dit cette chose que j'ai gardé parce que j'ai ressenti ça comme une grande félicitation. Il m'a dit, mais vous savez, depuis que vous êtes venu faire ce travail, vous, c'était un collectif, hein, il n'y avait pas que moi, bien sûr, eh bien, je vois les problèmes d'une autre manière. Alors, je continue à suivre les choses. Je vois des jeunes, ils font des projets, mais ils prennent pas en compte les problèmes de l'opérateur, l'activité, tout ça. Alors moi, j'ai fait un projet, un contre-projet, etc. Alors j'aimerais bien en discuter. J'ai dit ça, c'était montrer que quand on fait un travail d'une certaine manière, eh bien, c'est pas seulement les résultats immédiats, mais que ceux qui y participent ont aussi apprennent à voir autrement, et je trouve que ça, c'est un critère de réussite. Je racontais ça une fois à quelqu'un là, qui est devenu un ami aussi, que vous connaissez peut-être, qui est Jacques Christol, et Christol lui a fait des études à Dunkerque aussi pendant très longtemps. Il me disait, c'est pareil, quoi, les ingénieurs avec qui j'ai travaillé, au bout d'un certain temps, ils m'appelaient pour des choses parce qu'ils se mettaient à voir des problèmes qu'auparavant, ils n'avaient jamais vus. Je voudrais que vous parliez de ce rôle que vous avez eu. Oui. Je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, moi j'aimerais bien que vous en parliez. Il y a beaucoup de gens qui vont passer par chez vous. Vous avez évoqué les noms. Il y en a d'autres qu'on pourrait rajouter. Comment vous avez vu votre rôle? Comment vous avez joué? Comment vous avez constitué cette place-là? Comment vous avez eu envie de... Oui, je vais peut-être vous étonner, mais moi je ne suis pas un homme qui a un cadre théorique bien défini, puis qui cherche à agréger des gens, et tout ça. J'ai été plutôt un peu éclectique par certains côtés. Hein. Je me suis un peu laissé porter par les problèmes et par les questions qu'on me posait. Par exemple, à un certain moment, il y avait des problèmes on était sur les problèmes, ça j'en ai pas parlé, mais il y a les problèmes d'enseignement programmé à un certain moment. C'était une mode, ça. Alors moi, je m'y étais intéressé parce que ça avait des rapports avec l'analyse du travail. Pour faire un enseignement programmé, il faut analyser l'activité, etc. Maintenant, les didacticiens professionnels, ils entrent bien dans cette perspective. Et puis après, il y a eu les systèmes experts, et puis etc. Alors il y avait des choses qui naviguaient. Moi, je lisais les revues et tout ça. Puis il y avait des gens qui venaient me trouver, qui avaient envie de faire aussi telle ou telle chose quand elles entraient dans une perspective. J'étais un petit peu à l'écoute, mais j'étais plus intéressé par les questions qui m'étaient posées que par le souci d'engranger des gens sur une théorie. Si vous voulez, moi, mon objectif, c'était de leur apprendre à bien travailler dans la perspective qui était la leur et qu'ils voulaient développer.
c'était un peu ça. Alors c'est pour ça que dans mes bibliographies, il y a des choses extrêmement... Enfin, des choses très variées. Si vous regardez là le livre qu'ils avaient fait en hommage à moi, à la fin, il y a une Bainbridge, elle avait classé les choses en multi. Il y avait plusieurs catégories, où un même papier pouvait être dans plusieurs catégories. Et il y en a beaucoup, et c'était un petit peu ça. Alors je pense que l'influence que j'ai pu avoir, c'est pas... moi je l'ai vu comme ça. Aider les gens à bien faire ce qu'ils avaient envie de faire. Mais pas de leur... Alors évidemment, sous-jacent, bien sûr, j'avais sans doute aussi, moi, mes propres orientations qui transparaissaient, mais je ne crois pas avoir cherché à les amener dans un... Vous savez, j'ai d'ailleurs pas de critique pour ça, des gens qui ont une théorie puis qui essayent de bâtir quelque chose autour et tout ça. Non, ça, c'est pas l'esprit systématique, c'est pas ça que j'ai essayé de faire. Donc si j'ai fait ce que vous dites, c'est d'ailleurs l'extérieur qui peut le mieux le dire, c'est de ça. Il y a des gens qui sont partis de chez moi, qui ont fait d'autres choses. Cunil est parti, il a fait après l'hygiène du travail. D'ailleurs maintenant, il est en train de préparer un livre sur ce qu'il avait fait avant, quand il était avec moi, sur la sémiologie des signaux de travail. Et puis Payous, qui était un chercheur de haut niveau. Il a fait après des choses en neuropsychologie, il a fait avec des orientations. Mais il disait, ah mais oui, mais ce que j'ai fait avec vous, ça m'a servi, vous voyez. Et ça, pour moi, c'était plus intéressant ça correspondait mieux à ce que j'avais fait que s'il m'avait dit, ah oui, vous savez, vous aviez là, moi j'ai toujours travaillé dans cette ligne. Non, j'ai fait d'autres choses. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein, oui, c'est effectivement, je pense, moi, c'est aussi comme ça que je vous vois. Oui. Je dirais volontiers de vous, mais je vous le dis, et puis vous êtes un maître avec plein d'élèves, mais sans école. Mmh. Oui. Oui, les gens trouvent leur voie et je peux... Il n'y a pas une école de pensée avec un concept que je peux avancer sur 25 ans de carrière. Oui, si j'ai fait quelque chose, c'est d'aider les gens à bien faire ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils avaient entrepris de faire. Et ils viennent le trouver après, éventuellement. Puis après, ils font des choses qu'ils veulent indépendamment. Je crois que j'ai vu un chercheur qui s'appelait Gadebois. Il a fait des choses sur les horaires de travail, sur tout ça. Mais bon, c'est pas du tout dans mon champ d'intérêt personnel. Mais bon, on dialogue, on peut faire on a fait un papier, il y a quand j'étais en retraite ensemble et tout ça, mais chacun a sa voix, et à travers cette différence, il y a aussi une richesse, parce que chacun ayant des références différentes, vous avez matière à discussion et chacun peut apporter à l'autre. C'est une autre manière de fonctionner. Et cette manière de fonctionner, elle est aussi fonction des caractéristiques des gens, j'allais dire des caractéristiques de personnalité et des caractéristiques aussi de fonctionnement cognitif. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire. Alors, ce système, moi, j'ai de la peine à entrer dedans. Et j'ai fait avec ce qui, pour moi, me paraissait le plus facile, le plus adapté. Alors, c'est pas ça, vous peut-être pas le dire, tout ça. Si. Vous pensez pas que ça, c'est aussi un peu avoir des gens qui ont fait le travail, surtout dans le domaine de l'ergonomie, où on est quand même, l'ergonomie, c'est tout de même focalisé sur des problèmes concrets, des problèmes de travail. Et se dire, on a un problème de travail, eh bien, on peut le prendre d'abord de plusieurs façons, et puis
essayer de trouver, par l'analyse, par le diagnostic, quelle est la manière la plus adéquate, la plus pertinente pour le prendre. Moi, je mis dans mon placard une devise que j'ai empruntée à Marc Bloch, l'historien, vous savez. Je ne saurais pas vous la dire par cœur, mais l'esprit, c'est ça, c'est dire... Lui, il parle des faits, quand on étudie des faits dans l'histoire, il y a plusieurs façons d'étudier l'histoire, de reconstruire une séquence d'événements. Il n'y en a pas une qui est bonne et forcément l'autre mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est quand il y en a un qui veut faire de sa perspective, il le dit mieux que je vais vous le dire, une patrie. C'est-à-dire quand il y en a un qui est impérialiste, qui a pris une optique pour le faire et qui pense que il a tout dit quand il a dit ça. Il dit c'est normal qu'il y ait des vues différentes et que chacun peut apprendre à voir les autres. Et puis sur le phénomène lui-même, si on a des aperçus divers, on a aussi une intelligence meilleure de la chose. Alors moi ça correspond un peu à ma façon de voir, c'est dire la réalité qu'on étudie dans le travail, elle est complexe, c'est jamais un modèle qui va en rendre compte tout seul de manière satisfaisante. Alors il y a plusieurs modèles, essayons ceux-là de les exploiter comme il faut, puis après on verra.